du Conseil interministériel consacré exclusivement aux examens et aux concours. Je félicite Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour la qualité de l'organisation et des documents qui ont été présentés. Et je voudrais dire que le choix d'organiser un conseil interministériel sur cette problématique traduit l'importance et l'intérêt, j'allais dire, stratégique que mon gouvernement, mais également son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, porte au secteur de l'éducation. Pour nous, il y a des priorités, et ces priorités, c'est que les Sénégalais doivent manger bien et pas cher, les Sénégalais doivent se soigner, mais les Sénégalais doivent surtout s'éduquer. C'est des choses dont quand on a tendance un peu à négliger ou à oublier, tant on est dans le mirage du développement, se traduisant beaucoup plus par des réalisations infrastructurelles, au détriment de ce qui nous semble être essentiel, c'est-à-dire le capital humain. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur ce capital humain. Éduquer, au-delà de tout, c'est créer des emplois pour préparer à l'emploi également. C'est pourquoi ce n'est qu'un petit exercice au milieu d'un grand tableau qui nous attend sur la problématique de l'éducation. Nous connaissons bien les défis et ils sont colossaux. Quand on parle d'éducation, l'éducation, c'est l'infrastructure, c'est le social, c'est les ressources humaines. Il nous faut travailler à être assez performants sur chacune de ces rubriques. Les infrastructures scolaires, universitaires, tout le monde connaît le déficit, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Nous ne pouvons pas envisager sérieusement réaliser nos objectifs en termes de développement sans y travailler à résorber ce gap. Sur le plan des ressources humaines également, il y a à continuer à travailler tant sur le plan quantitatif recrutement, mais également sur le plan qualitatif formation continue, formation initiale. Le social, c'est tout ce qui doit accompagner du préscolaire à l'université, tout ce qui doit accompagner l'étudiant ou l'élève, particulièrement ceux qui sont issus de familles assez défavorisées et pourtant qui peuvent être dotés d'un potentiel quelquefois au-dessus de la norme. Il nous faut travailler sur tous ces paramètres et y travailler rapidement, parce que quelqu'un l'a dit tantôt, je crois que c'est le ministre de l'Éducation, ce qui fait la différence entre les nations en termes de progrès, c'est le degré d'éducation, la qualité de l'éducation. Ce conseil interministériel, comme je l'ai dit tantôt, les conseils interministériels sont ponctuels, sont consacrés à une question précise qu'il faut évacuer. Dans les semaines et dans les mois à venir, nous allons peut-être avoir beaucoup d'autres rendez-vous sur un certain nombre de questions. Le second défi, c'est le défi des programmes. C'est un élément essentiel du projet que nous avons présenté aux Sénégalais. Tout le monde convient que les programmes tels que nous les avons vécus, nous tous, ça veut dire depuis des décennies, posent problème. Nous avons des programmes, comme disait Feu Amadou Alidien, Baobabik, on met tout et rien finalement. Quelquefois, je me demande à quoi aura servi tout ce que j'ai pu apprendre du primaire à l'université, toutes sortes de matières, toutes sortes de disciplines et de sciences. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales.
C'est une préoccupation très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui se trouve dans notre programme depuis le début de notre action politique. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabétiser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. Et ça n'existe qu'en Afrique. Les Coréens sont alphabétisés en coréen, les Turcs en turc, les Chinois en chinois, les Allemands en allemand. Il n'y a que l'Afrique qui emprunte des langues à bas âge pour essayer de l'imposer. Et on perd énormément de temps. Des études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. Il est plus facile de lui afficher un cheval au tableau, il va vous dire li face là, je ne sais pas comment on le dit en France, en sérère, mais il est plus facile que de vouloir d'abord lui imposer de s'alphabétiser en français et 5 ans, 7 ans, 10 ans plus tard pouvoir dire ça c'est un cheval. C'est un élément important. L'autre élément important, évidemment, c'est je ne dirais pas la généralisation, mais éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Il nous faut aller vers une revisitation de notre système éducatif. Évidemment, tout ça en capitalisant sur ce qui existe. La semaine dernière, je posais la question au président Kagame sur le modèle rwandais qui, aujourd'hui, alphabétise en Kinyarwanda, en français, en anglais, sans pour autant que cela pose problème. Et dans beaucoup de zones du monde, évidemment, différentes langues cohabitent. Et l'expérience du Swahili en Afrique de l'Est doit aussi nous inspirer. Et posséder plusieurs langues est une richesse et non pas un appauvrissement. Je donne quelques orientations sur les réformes ou la direction que nous voudrions donner au système éducatif sénégalais de manière générale. Sans compter maintenant l'obligation que nous avons de faire monter en puissance l'éducation scientifique. Nous sommes dans un monde de sciences. Et sans pour autant stigmatiser les élèves ou les étudiants qui font d'autres branches. Et c'est tout l'intérêt du débat qui a été posé ici sur les séries. On nous a trop parlé de séries. Nous tous, on a été, avant c'était les A, B, C. Maintenant c'est, je ne maîtrise même pas, L1, L2, S, etc. Et beaucoup d'entre nous ont pu passer d'une série à une autre. D'une série scientifique particulièrement souvent à une série littéraire parce que le contraire est moins évident. Et nous pensons que c'est des pistes de réflexion que nous devons approfondir parce que à un certain niveau, au niveau supérieur, certains sont sortis d'ici avec un bac littéraire mais sont retrouvés à faire des études de comptabilité ou des études d'économie appliquée, forcément donc de la mathématique, et ils ont pu s'en sortir très facilement. Donc il faut réfléchir à ces systèmes et j'écrivais tout à l'heure à monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je disais que je vais t'envoyer au Japon pour que tu voies le modèle japonais. Parce que je suivais l'autre jour un reportage à la télé sur le modèle japonais. Mais c'est des modèles inspirants et il nous faut sortir de notre zone de confort et des traditions héritées pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc le point d'attention, le principal point d'attention, c'est sur l'état civil. Et nous attachons beaucoup d'importance. Moi, j'ai été maire pendant 2 ans. Le premier problème que j'ai eu en tant que maire, ça a été sur l'état civil. J'ai été obligé de relever l'officier d'état civil et de saisir la justice parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des négligences, même pas des fautes
d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est jouable, largement, ça dépend de la fermeté des différents maires, s'ils ne sont pas eux-mêmes impliqués dans les pratiques, de la justice également, et évidemment de la supervision du ministère en charge des collectivités territoriales. Et je tiens beaucoup à ce qu'une solution soit trouvée pour la centaine d'élèves concernés cette année, pour le bac, mais je crois que de manière générale, on a presque 70 000 pour le CFE et 6 000 presque pour le BFM, ce n'est pas acceptable. Et un des intervenants l'a souligné, il ne faut pas que ce problème nous rattrape l'année prochaine. Nous ne pouvons pas donner la garantie qu'il sera totalement réglé, mais qu'il soit largement résorbé, c'est extrêmement important. Et je terminerai par dire également que beaucoup d'autres préoccupations ont été soulevées ici, qui nous ramènent à notre option. Notre option, dans le domaine de l'éducation comme dans tous les autres domaines, c'est d'aller vers ce qu'on a appelé le rebasing social. Souvent, on parle de rebasing budgétaire, qui consiste à revoir ou à réaménager les bases sur lesquelles un budget est assis, est construit et établi. On en a fait souvent dans ce pays, je crois, Monsieur le ministre des Finances. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, même si en perspective, il est agité l'idée de faire un rebasing budgétaire, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées si on reconduit systématiquement les mêmes modèles. Ce qui est sûr, c'est que le système de rémunération dans la fonction publique, je ne spécifie pas pour les enseignants, ce système a été déstructuré depuis les années 2000, avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d'ajouter ou d'augmenter à tel et d'attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse budgétaire, une masse salariale. Il y a des équilibres liés à des hiérarchies, liés à des grades, liés à des fonctions qu'il faut respecter. Une fois que vous les désagrégez, vous créez une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui nous rattrape. Et il faut qu'on ait le courage. Des études ont été commanditées dans le passé, personne n'a voulu en tirer les conséquences qu'il faut. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question pour assainir et stabiliser définitivement cette problématique. Sinon, nous nous venons d'arriver, on nous parle d'accords qui ont été signés, sur quelle base? Parce que des augmentations ont été données avec des buts souvent inavoués, j'allais dire même politiciens. Les autres revendiquent également. Quelqu'un a soulevé la question de la grève au niveau des collectivités locales. Comment pouvez-vous inscrire dans un texte qu'à chaque augmentation accordée aux agents de la fonction publique doit immédiatement profiter aux agents des collectivités locales, alors que l'État ne transfère pas à ces mairies les moyens qui doivent aller avec? Quelle est la mairie au Sénégal qui peut suivre le rythme? Il n'y en a pas. Donc, ces questions, on ne peut plus les adresser ou les examiner de manière sectorielle. Personnellement, je n'ai pas un problème de masse salariale des enseignants de côté, des inspecteurs des impôts d'un autre, des médecins de l'autre. Nous avons un problème à examiner dans sa globalité. Et c'est ça qui appelle le rebasing social dont on parle et sur lequel nous avons commencé à travailler. Le moment venu, nous convoquerons tous les acteurs pour en discuter. Ceci pour dire que
un changement structurel d'une société nécessite un pacte social fort. On ne change pas un pays en un jour, on ne le change pas en 5 ans même dans sa globalité, mais il faut, à côté de la volonté politique affichée par les dirigeants, corroborer par les actes qu'ils posent et leur comportement. Il ne s'agit pas de professer quelque chose pour faire le contraire. C'est ça le problème de notre élite politique. Vous ne pouvez pas demander aux gens des sacrifices alors que vous n'en faites pas. Vous ne pouvez pas leur demander d'être intègres alors que vous ne l'êtes pas. Mais si ces actes corroborent et que cette volonté politique est affirmée, ce qui doit être attendu, si nous sommes tous des patriotes qui aimons ce pays, c'est que chacun des acteurs accepte de faire les efforts qu'il faut, de faire les compromis qu'il faut. On n'appelle personne à une compromission et nous-mêmes, État, nous ne nous compromettrons pas, mais que chacun fasse les compromis qu'il faut et que nous fassions le travail structurel qu'il faut pour les prochaines générations. Parce que nous ne le ferons pas pour nous-mêmes. Je crains que ce soit trop tard. Mais que nous assoyons définitivement les bases structurelles d'un développement durable, endogène pour nos fils, nos petits-fils. Et c'est ça que nous attendons de tous les acteurs. Ça suppose un modèle totalement différent. J'ai été syndicaliste comme beaucoup d'entre vous ici. J'ai négocié pour les centrales syndicales en faisant face à mon propre ministère, le ministère de l'économie et des finances. Et je connais le syndicalisme, je connais les préoccupations. Mais il nous faut avoir une vision d'ensemble et traiter les questions de manière holistique pour avoir la stabilité que nous voulons et construire un pays pour nos enfants. C'est sur ce que je déclare clos ce séminaire intergouvernemental sur les examens et concours. Je vous remercie.